J'ai entendu ma femme admettre que mes étreintes la révulsaient, alors je me suis retiré silencieusement de son monde. Elle ne savait pas que j'étais à la maison. C'est là que tout commence. Pas avec une dispute, pas avec un message, pas avec un regard suspicieux ou une tache de rouge à lèvres ou l'un des signes classiques que l'on attend dans une histoire comme celle-ci. Juste un mardi tranquille, un peu de pluie, et moi, assis dans le couloir comme un parapluie oublié, écoutant la femme à qui j'ai donné ma vie dire quelque chose que je ne pourrai jamais oublier. Je ne supporte pas quand il me serre dans ses bras. C'est comme être attrapé par un enfant désespéré. Sa voix était douce, comme si elle ne voulait pas être cruelle, juste honnête. Mais pour moi, c'était comme être écorché vif de l'intérieur, comme si elle avait plongé la main dans ma poitrine et éteint les lumières. Elle était au téléphone avec une de ses amies. Je ne sais toujours pas laquelle. J'étais rentré tôt du travail, mais ma voiture était au garage, alors elle ne m'a pas entendu arriver. Je n'ai pas appelé. Je ne voulais pas l'interrompre. J'étais littéralement sur le point d'entrer dans le salon avec une petite surprise stupide. Je lui avais pris quelque chose de cette boulangerie près de mon bureau, une tarte à la pêche qu'elle avait dit aimer un jour, même si elle n'en avait pas touché une depuis des années. Et puis elle a dit ça. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là, tenant un sac en papier brun avec un ruban, pendant que mes oreilles bourdonnaient et que mes doigts devenaient engourdis. C'est comme s'il en avait trop besoin, tu sais ? A-t-elle continué. Je le serre dans mes bras et ils font comme si c'était le point culminant de son moi. C'est épuisant. J'ai l'impression d'être responsable de toute sa stabilité émotionnelle. Elle a ri. Elle a ri. J'ai laissé tomber la tarte. Le sac a heurté le sol avec un petit bruit sourd et doux, comme si même lui savait qu'il n'était plus le bienvenu. J'ai reculé lentement, silencieusement, comme un lâche, comme un fantôme. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas fait un bruit. Je suis juste allé au sous-sol et je suis resté assis là, dans le noir, à côté de la machine à laver pendant 1 heure, me demandant si je l'avais imaginé. Si peut-être j'avais mal entendu, si peut-être elle parlait de quelqu'un d'autre. Mais je n'avais pas mal entendu, car la semaine suivante, je l'ai observé de près, de trop près, et tout s'est mis en place. Comment elle me touchait à peine, sauf si c'était moi qui initiais. Comment elle reculait légèrement quand je la serrais par derrière. Comment elle souriait avec sa bouche mais pas avec ses yeux. Comment chaque compliment que je lui faisais était accueilli par un merci et distrait alors qu'elle fixait son téléphone. Elle n'était pas seulement fatiguée. Elle n'était pas seulement stressée. Elle en avait fini avec moi. Mais au lieu de le dire, elle souriait à pleines dents et me serrait dans ses bras comme on serre un voisin que l'on connaît à peine. Et moi, l'idiot que je suis, je m'en imprégnais comme si cela signifiait quelque chose. Le pire, c'est que maintenant que je savais, je pouvais le sentir dans ses bras. Et pourtant, j'ai tenu bon pendant 2 semaines de plus. J'ai continué à faire semblant. J'ai préparé le dîner. J'ai plié son linge. Je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, même si je savais qu'elle se fichait de la mienne. Jusqu'à ce que je trouve le 2e téléphone. C'est là que la comédie a cessé. Je ne l'ai jamais cherché. C'est ce qui rend les choses pires, d'une certaine manière. Si j'avais fouiné, si j'avais fouillé dans les tiroirs comme une épave paranoïaque, peut-être que j'aurais l'impression d'avoir mérité le coup de poing dans l'estomac que j'ai reçu. Mais non, j'essayais juste de vider le tiroir fourre-tout de la cuisine parce qu'il ne fermait pas correctement. Et il était là, coincé entre un vieux chargeur de téléphone et un stylo séché. Un 2e téléphone, que je n'avais jamais vu auparavant. Il était élégant, plus récent que son téléphone habituel, et complètement éteint. Pendant 1 seconde, j'ai même ri tout seul. J'ai pensé que c'était peut-être son ancien téléphone. Peut-être qu'elle l'avait oublié. J'ai même appuyé sur le bouton d'alimentation par curiosité, pensant qu'il serait peut-être déchargé, mais non, il s'est allumé immédiatement. Complètement chargé. L'écran de verrouillage brillant, pas de fissure, pas de poussière, pas une seule trace de doigt. Il était utilisé, et utilisé récemment. L'écran de verrouillage n'avait pas de photo, juste l'heure et la date, et une notification de message qui disait « La nuit dernière était risquée, mais ça en valait la peine ». Je l'ai laissé tomber, littéralement comme un idiot de dessin animé. Mes mains ont tout simplement lâché prise. Le téléphone a heurté le linoléum avec un bruit sourd qui a résonné plus fort qu'il n'aurait dû. Je l'ai regardé fixement comme s'il était radioactif.
Mon cœur battait la chamade, mais mon esprit n'avait pas encore rattrapé son retard. Je me suis dit, tu ne sais pas ce que ce message signifie. Ne tire pas de conclusion hâtive. Peut-être que c'est à propos d'un projet. Peut-être que c'est une amie qui est dramatique. Mais au fond de moi, je savais. La partie de moi qui avait collecté tous les petits signaux d'alarme savait exactement ce que c'était. Elle est descendue 10 minutes plus tard, tout à fait décontractée, demandant si j'avais vu son sweat à capuche noire. Je n'ai pas mentionné le téléphone. Je ne l'ai même pas regardé, j'ai juste dit « Vérifie dans le panier à linge ». Et elle est passée juste devant le tiroir ouvert sans même jeter un coup d'œil à l'intérieur. C'est là que j'ai su avec certitude qu'il était caché exprès. Elle savait où il était. Elle l'y avait mis. Et elle ne s'attendait pas à ce que je le trouve un jour. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas même une minute. Je suis juste resté allongé à côté d'elle, fixant le plafond, l'écoutant respirer comme si de rien n'était. Son téléphone, le téléphone habituel, était sur la table de chevet, s'allumant de temps en temps avec des notifications ennuyeuses. Mais je n'arrêtais pas de penser à l'autre, le vrai, tranquillement assis dans le tiroir comme une grenade avec la goupille à moitié retirée. Le lendemain matin, elle est partie tôt. Une réunion inventée, j'en suis sûr. Je m'en fichais. Dès que la porte s'est refermée, je suis retourné au téléphone. Je ne connaissais pas le mot de passe. J'ai essayé les anniversaires, les dates de mariage, même le nom de son ancien chien. Rien n'a fonctionné. Mais je me suis souvenu de quelque chose. Il y a des mois, je l'ai aidé à configurer Face ID sur son téléphone professionnel. Elle se plaignait toujours de devoir taper des mots de passe. Et si elle l'avait utilisé sur celui-ci aussi? J'ai tenu le téléphone devant la webcam de son ordinateur portable. Oui, je sais à quel point ça a l'air fou, mais j'avais une vieille capture d'écran de son visage d'un appel vidéo enregistré sur mon ordinateur, juste elle regardant droit dans la caméra, et croyez-le ou non, ça a marché. Je ne sais même pas comment ça a marché, mais l'écran s'est déverrouillé. J'aurais dû m'arrêter là. J'aurais dû jeter le téléphone, m'en aller, appeler un thérapeute, quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. J'ai ouvert les messages, et c'était là. Un fil de discussion intitulé J. Pas d'émoji, pas de nom de famille, juste une seule lettre. Des centaines de messages, des centaines. Celui de l'écran de verrouillage était le plus anodin. J'ai commencé à faire défiler rapidement au début, puis plus lentement, puis mes mains se sont simplement arrêtées. Il y avait des photos, des clips audio, des blagues privées, des plans pour le week-end, des messages comme il est complètement inconscient. Je pense qu'il croit que nous sommes toujours amoureux. Ces étreintes sont comme des couvertures de culpabilité. J'ai envie de crier à chaque fois qu'il me touche. S'il découvre un jour, je trouverai une excuse. Il est trop doux pour se défendre. Ce dernier m'a frappé plus fort que je ne peux l'expliquer, parce qu'elle avait raison. Je n'allais pas me battre. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai commencé à planifier. Et mon plan était le silence. Parce que si elle pensait que mes étreintes étaient étouffantes, je voulais qu'elle voie ce que la vraie distance signifiait. C'est étrange comme il est facile de disparaître de sa propre vie sans que personne ne le remarque. C'est ce que j'ai commencé à faire le matin après avoir lu ces messages. Je ne suis pas parti en claquant la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas demandé qui était J. J'ai juste commencé à me soustraire de l'histoire, une petite décision à la fois. D'abord, j'ai arrêté de la chercher le matin. Normalement, je me réveillais avant elle, je me blottissais contre elle comme une habitude, je lui murmurais une bêtise comme toujours la plus belle femme que je connaisse et je lui embrassais la nuque. C'était un réflexe, mais pas ce matin-là. Je suis resté immobile, tourné dans la direction opposée, attendant que son réveil sonne pour pouvoir faire semblant d'être déjà réveillé et occupé. Elle l'a remarqué. Je l'ai vu dans la façon dont elle a jeté un coup d'œil et s'est attardée une seconde de plus que d'habitude, mais elle n'a rien dit. Elle s'est levée, s'est étirée, a suivi sa routine comme si de rien n'était. Elle portait le même parfum qu'elle gardait autrefois pour nos soirées en amoureux. J'ai détesté à quel point ça faisait mal. J'ai fait du café. Une seule tasse, juste la mienne. Normalement, j'en aurais fait 200 demandés. Je savais comment elle aimait le sien. Crème à la cannelle et au chêne, un soupçon de lait d'amande, pas de sucre. Elle l'emportait sur le canapé,
faisait défiler son téléphone et fredonnait. Ce matin-là, elle est entrée dans la cuisine, a vu la tasse solitaire et a dit « Pas de café pour moi ». J'ai haussé les épaules. Je ne savais pas si tu serais là. Elle a ri, mais c'était un rire tendu, forcé. Où serais-je? Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. C'était la première couche. Un petit retrait. Un malaise silencieux. Le genre de changement qui gratte à la lisière de la conscience de quelqu'un, mais pas assez pour exiger une confrontation. Au cours des jours suivants, j'ai continué à empiler les couches. J'ai arrêté de lui demander comment s'était passée sa journée. J'ai arrêté de proposer mon aide pour quoi que ce soit. Je mangeais seul au comptoir de la cuisine au lieu de mettre la table. Je ne la touchais pas à moins qu'elle n'initie le contact. Et quand elle le faisait, je m'assurais que mes bras semblaient distants, comme si je faisais juste les gestes. Elle l'a remarqué. Mais la partie terrifiante, c'est qu'elle ne m'a jamais demandé une seule fois ce qui n'allait pas. Elle ne voulait pas savoir. Je pense qu'elle préférait cette version de moi. Silencieux, soumis, disparaissant, moins un fardeau, plus facile à gérer. Mais si elle pensait m'avoir brisé pour me rendre docile, elle avait tort. Je ne rétrécissais pas. J'étudiais. J'avais besoin de savoir qui était J. Et plus important encore, j'avais besoin de savoir quand il avait commencé à occuper l'espace qui m'appartenait. Alors, un soir, alors qu'elle laissait son téléphone habituel dans la salle de bain pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai ouvert son calendrier. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais pensé à le vérifier avant. Elle utilisait toujours son calendrier numérique religieusement, codant tout par couleur, et c'était là. Des entrées récurrentes le jeudi pour les 4 derniers mois, intitulées Yoga chez Flora. Seulement, voilà. Flora est son ex-collègue. Elle a déménagé à Chicago il y a plus d'1 an. J'ai vérifié l'historique GPS de son téléphone et, d'un coup, tout le château de cartes s'est effondré. Chaque jeudi soir, pendant que je restais à la maison en pensant qu'elle s'étirait sur un tapis avec 30 inconnus, elle se trouvait à la même adresse résidentielle à Midtown, un immeuble d'appartement que je ne reconnaissais pas, le nom d'un homme sur le registre de l'interphone. Jason, sans nom de famille. Gilles c'était là, comme un couteau dans le noir. Et le plus écœurant, c'est que le prochain jeudi était demain. Je me suis assis à mon bureau cette nuit-là, fixant ma photo de mariage, me demandant combien de fois elle m'avait souri avec le même rouge à lèvres qu'elle étalerait plus tard sur quelqu'un d'autre. Me demandant combien de mes étreintes elle avait toléré juste assez longtemps pour courir dans les bras d'un autre homme. Mais je n'allais pas l'arrêter. Pas encore. Laisse-la penser que j'étais aveugle. Laisse-la marcher droit dans son propre feu, car cette fois, ce ne serait pas moi qui brûlerais. Le jeudi est arrivé plus vite que je ne l'avais prévu. J'ai passé la majeure partie de cette journée au travail à faire semblant de me concentrer, hochant la tête pendant les réunions, répondant aux emails sans les lire, comptant simplement les heures. Chaque seconde résonnait plus fort dans ma tête qu'elle n'aurait dû. Je n'arrêtais pas de rejouer l'image d'elle devant la porte de cet appartement de Midtown, arrangeant ses cheveux dans le reflet de la vitre avant de sonner. J'imaginais sa voix l'accueillant à l'interphone. J'imaginais son rire, ce rire spécifique qu'elle m'offrait quand j'étais le seul à savoir comment la faire sourire comme ça. Maintenant, je n'étais même plus une note de bas de page dans sa joie. Elle a quitté la maison à 18h14. Tapis de yoga sur le siège arrière, queue de cheval, sweatshirt ample qu'elle ne portait jamais avec moi. Elle a même vaporisé le même parfum que je lui complimentais lorsque nous sortions ensemble. Elle s'habillait pour le yoga. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de l'étage alors qu'elle sortait de l'allée. Elle n'a même pas dit au revoir. Cette partie me faisait encore mal. Pas de plus tard. Pas de baiser sur la joue, juste le silence. Et pourtant, d'une certaine manière, c'était exactement ce que je voulais. 10 minutes plus tard, je l'ai suivie. Je ne l'ai pas suivie directement. Cela aurait été trop évident. Je savais déjà où elle allait. J'avais localisé l'immeuble, j'avais même trouvé le nom du locataire de l'unité 4C, Jason Tran. Cela me disait quelque chose, mais je n'arrivais pas à le situer. J'ai pris un VTC et j'ai demandé au chauffeur de me déposer un pâté de maison plus loin. Mon cœur martelait mes côtes tout le temps. Non pas parce que j'avais peur d'être pris, mais parce qu'une partie de moi espérait encore, désespérément, stupidement, que je m'étais trompé. Je ne m'étais pas trompé.
Je l'ai regardée de l'autre côté de la rue. Sweat à capuche enlevée, cheveux fraîchement attachés. Elle a sonné, la porte s'est ouverte, et elle est entrée sans hésitation, comme si elle l'avait fait une centaine de fois. Et peut-être que c'était le cas. Je suis resté là pendant 10 minutes entières. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour me punir. Peut-être parce qu'une partie de moi croyait encore qu'elle ressortirait tout de suite, mais elle ne l'a pas fait. Je ne suis pas monté. Je n'étais pas prêt à y faire face. Pas comme ça. J'ai juste rebroussé chemin et je me suis assis dans un restaurant ouvert 24 heures sur 24, à 2 pâtés de maison de là, sirotant un café froid. Je ne l'ai pas bu. J'ai fixé la table carrelée, essayant de me souvenir du dernier jeudi où elle était vraiment rentrée endolorie du yoga. Jamais. Et maintenant je savais pourquoi. À 21h47, elle m'a envoyé un message. Le yoga était super. Je rentre maintenant. Tu veux que je prenne quelque chose? J'ai fixé l'écran pendant un long moment avant de répondre. Non, tout va bien. Elle est rentrée un peu après 22h20. Elle n'a rien remarqué d'anormal dans la maison. Ne s'est doutée de rien. Je l'ai regardée depuis l'embrasure de la porte de la cuisine alors qu'elle déballait nonchalamment son faux sac de sport, fredonnant une chanson comme si elle ne venait pas de sortir de l'appartement d'un autre homme et de me mentir en face. Encore une fois. J'avais envie de crier, de l'attraper et de lui demander « Comment as-tu pu me faire ça ?» Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je lui ai demandé comment était le yoga. Elle m'a donné une réponse toute faite sur le fait que l'instructeur les poussait plus fort ces derniers temps et qu'elle pourrait avoir des courbatures le matin. Je lui ai dit que je lui masserais les épaules si elle en avait besoin. Elle a souri et m'a dit « Tu es gentil. » Gentil. Ce mot avait le goût du poison dans ma bouche. J'ai dormi sur le bord du lit cette nuit-là, le dos tourné vers elle, le cœur en miettes. Mais le matin, j'ai pris une décision. Si elle allait traiter ce mariage comme un jeu, j'allais commencer à jouer au mien. Je n'allais pas la supplier. Je n'allais pas la confronter. Je n'allais pas pleurer devant elle à nouveau comme je l'ai fait le jour où elle a oublié notre anniversaire et a prétendu que cela n'avait pas d'importance. Non, j'allais lui donner tout ce qu'elle prétendait vouloir. La distance, la froideur, le silence. Et le moment venu, je la laisserai dans le même silence dont elle disait autrefois que je l'étouffais. Mais d'abord, j'avais besoin de preuves. J'avais besoin de la vérité, indéniable, inéluctable, indiscutable. Et pour cela, j'avais besoin de l'aide de quelqu'un qui savait exactement comment creuser à travers les mensonges pour gagner sa vie. Je ne connaissais personne dans les forces de l'ordre. Pas de vieil ami de l'armée, pas de cousin avec un badge. Je n'étais même pas le genre de gars qui s'est demandé de l'aide sans avoir l'air sur le point de pleurer. Mais je me suis souvenu de quelque chose. Il y a des mois, un de mes collègues, Brent, le type bruyant de la comptabilité, a mentionné ce détective privé qu'il avait engagé pendant son divorce. Il l'avait dit comme une blague, se vantant de la façon dont le gars avait tout filmé et l'avait aidé à garder son bateau. Je me souviens avoir souri poliment à l'époque en pensant, quel genre de mariage se termine par une rançon pour un bateau? Eh bien, maintenant je comprenais, et j'avais besoin de ma propre version de ce gars. J'ai attendu le week-end, quand Héloïse était sortie avec Sarah. Sarah vivait à 3 états de distance. Je suppose que ma femme a supposé que je ne le remarquerais pas ou que je n'avais jamais rencontré Sarah en personne. J'ai envoyé un message décontracté à Brent, lui demandant le nom de ce détective privé. J'ai dit que j'avais un ami qui en avait besoin. Il n'a pas posé de questions, il a juste renvoyé un nom, Léo Hannigan, et un numéro. Appeler Léo a été la chose la plus surréaliste que j'ai jamais faite. Sa voix était sèche, saccadée, efficace. Il n'a pas demandé pourquoi je la soupçonnais. Il a juste demandé ce dont j'avais besoin. Je lui ai dit que je ne voulais pas détruire sa vie. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais juste de la clarté, des preuves, quelque chose qui empêcherait mon cerveau de me jouer des tours à 2 heures du matin, me demandant si c'était moi qui avais tout gâché en l'aimant trop. Il a accepté l'affaire. Nous nous sommes rencontrés dans un parking souterrain, non pas parce que nous étions dans un film d'espionnage, mais parce qu'il a dit que c'était l'endroit le plus sûr pour éviter d'être vu. Les gens ne lèvent pas les yeux dans les parkings, m'a-t-il dit. Cette phrase m'est restée. Comme si tout chez ce type était conçu pour disparaître. Je lui ai donné l'adresse, les dates, le nom,
Jason Tran. Il a haussé un sourcil quand je l'ai dit, et a demandé, vous êtes sûr que c'est ce Jason Tran? Que voulez-vous dire, ce Jason Tran? J'ai demandé. Léo a sorti son téléphone, a tapoté un instant, puis m'a montré une photo. Mon estomac s'est noué. C'était lui. Jason, le gars de la salle de sport à 2 pâtés de maison de chez nous. Il me saluait de la main tous les dimanches quand je promenais notre chien devant le bar à smoothie. Je l'ai même aidé à redémarrer sa voiture une fois en hiver. Il m'avait remercié. M'avait appelé un bon gars. Ce même bon gars couchait maintenant avec ma femme les jeudis soirs, et probablement plus. Léo n'a pas réagi, il a juste hoché la tête et a dit, j'aurai ce dont vous avez besoin dans une semaine. Fidèle à sa parole, 5 jours plus tard, j'ai reçu un dossier sécurisé par email. J'ai attendu qu'Héloïse parte au travail avant de l'ouvrir. Et même si je pensais être prêt, je ne l'étais pas. Il y avait des photos. Horodatées, claires. Héloïse entrant dans l'immeuble de Jason. Héloïse attendant à la porte du hall. Héloïse sonnant à l'interphone. Puis Héloïse et Jason s'embrassant, se touchant, souriant d'une manière que je n'avais pas vue sur son visage depuis des années. Il y avait une vidéo, de seulement 12 secondes, prise de l'autre côté de la rue. C'était granuleux mais assez clair. Jason est sorti avec elle après, l'a raccompagnée à sa voiture. Elle s'est appuyée contre la portière du conducteur. Il l'a attirée à lui et lui a embrassé le cou. Elle a ri. Elle l'a embrassé en retour. Elle a dit, à la semaine prochaine. J'ai fermé l'ordinateur portable. Puis j'ai fermé toutes les fenêtres de la maison. J'ai éteint toutes les lumières. Je suis resté assis dans le noir, les mains tremblantes. Je n'étais pas en colère. C'est la partie à laquelle je ne m'attendais pas. J'en avais juste fini. Fini d'attendre qu'elle m'aime à nouveau. Fini d'essayer de serrer dans mes bras quelqu'un qui grimaçait à l'idée d'être tenu. Mais je ne pouvais pas simplement partir. Pas encore. J'avais un dernier coup à jouer, parce que si elle voulait partir, elle aurait dû le dire. Au lieu de ça, elle m'a donné des mensonges. Alors, j'allais lui donner une performance, et la dernière scène serait silencieuse. C'est remarquable ce que quelqu'un ne voit pas quand il pense vous avoir brisé. J'ai passé la semaine suivante à construire ma sortie, brique par brique, et elle n'en a jamais vu une seule être posée. C'est ce qui arrive quand quelqu'un arrête de vous regarder comme si vous étiez réel. Vous devenez invisible. Et quand vous êtes invisible, vous pouvez tout faire. J'ai commencé petit. J'ai changé les mots de passe, les identifiants bancaires, les comptes de streaming, même le Wi-Fi de la maison. Rien de trop radical, juste de petites choses qu'elles supposeraient être des bugs. J'ai créé de nouvelles adresses e-mail, ouvert discrètement un compte courant dans une coopérative de crédit de l'autre côté de la ville, transféré quelques centaines à la fois, rien pour déclencher des alertes. Chaque pause déjeuner, chaque moment seul, j'ai érodé la version de moi qu'elle pensait encore dormir dans notre lit. J'ai retiré de l'argent au distributeur, commencé à emballer des affaires personnelles au bureau. J'ai même demandé une option de travail à distance, prétextant une blessure mineure au dos. Mon patron n'a même pas sourcillé. Il m'a juste dit de prendre soin de moi et de me rétablir rapidement. Ça m'a presque fait pleurer. Être traité avec gentillesse après des mois à faire semblant de ne pas remarquer que ma femme rentrait à la maison avec l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre était plus que je ne pouvais supporter. À la maison, j'ai vidé mes tiroirs, une chemise à la fois. J'ai échangé des photos encadrées contre des impressions qui m'importaient peu. J'ai remplacé l'alliance qu'elle m'avait donnée par une réplique bon marché d'un magasin de farce et attrape. Elle n'a jamais rien remarqué, même pas quand l'original a disparu de ma table de chevet. Elle était trop occupée à fixer son téléphone, souriant à quelqu'un qui n'était pas moi. Puis est arrivé le jeudi avant notre anniversaire. Ce soir-là, elle est rentrée plus tard que d'habitude. Pas d'excuses, pas de justification, juste le trafic était dingue désinvolte alors qu'elle jetait son sac de sport et enlevait ses chaussures comme si elle ne venait pas de mentir effrontément. J'ai proposé de lui faire du thé. Elle a refusé, disant qu'elle était trop fatiguée. Je l'ai regardée se diriger vers la salle de bain et fermer la porte derrière elle. C'est à ce moment-là que j'ai sorti la boîte du placard du couloir, mon alliance, les photos imprimées d'elle et de Jason, les reçus de ses faux voyages de yoga, et une seule enveloppe adressée à elle de ma propre écriture.
Elle n'a même pas remarqué quand je l'ai posée sur sa table de chevet. Elle ne m'a pas vu la regarder à travers le miroir de la salle de bain alors qu'elle s'attachait les cheveux avec un de mes vieux t-shirts. Elle n'a pas demandé pourquoi je suis resté éveillé cette nuit-là alors qu'elle s'endormait le dos tourné, comme d'habitude, parce qu'elle pensait que j'étais trop brisé pour partir. Mais je n'étais pas brisé. J'étais prêt. Et le lendemain matin, quand elle s'est réveillée et m'a cherché à travers le lit, sa main a atterri sur des draps froids et rien d'autre. Elle s'est redressée d'un bond et a regardé autour d'elle, pensant probablement que j'étais parti faire du café. Puis elle a vu le placard à moitié vide. Sa mâchoire s'est crispée. Je le sais parce que j'ai regardé le flux de la caméra de sécurité depuis mon téléphone. Celle que j'avais installée la nuit où elle avait dit à Jason que je ne verrais jamais rien venir. Elle a fait les 100 pas. Elle a ouvert les tiroirs, vérifié la salle de bain, m'a appelé une fois, 2 fois, a laissé un message vocal. Il était tremblant. Quelque chose à propos d'un malentendu, quelque chose à propos de « pouvons-nous parler ?» mais elle n'avait même pas encore ouvert l'enveloppe. Je savais qu'elle ne l'ouvrirait pas tout de suite. C'est le genre de personne qui aime contrôler le récit, même quand elle est seule. Mais quand elle l'a finalement fait, quand elle a vu tout ce que je savais, quand elle a réalisé que je n'avais pas été aveugle, ni faible, ni naïf, j'ai imaginé que quelque chose s'est fissuré en elle, car elle n'a pas rappelé ce soir-là. Mais le lendemain matin, elle s'est présentée chez ma sœur. Et ce qui s'est passé sur ce porche a tout changé. J'étais dans la chambre d'amis en train de plier du linge quand ma sœur a appelé, « Curtis, il y a une femme à la porte. Elle dit qu'elle est ta femme. » Sa voix n'était pas en colère, juste confuse. Elle ne savait pas tout, juste assez pour savoir que j'étais parti pour de bon. J'ai descendu le couloir lentement, sachant déjà ce que je verrais avant de tourner le coin. Héloïse se tenait sur le porche, une tempête prétendant être une bruine. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et elle portait le même sweat à capuche qu'elle avait l'habitude de voler de mon côté du placard et qu'elle appelait son préféré. Ça me faisait sourire autrefois. Maintenant, ça me tordait l'estomac. Elle a levé les yeux quand je suis apparu, les yeux grands ouverts, vitreux. Elle a ouvert la bouche pour parler, puis s'est figée. Je n'ai rien dit. Je me suis juste appuyé contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, attendant. Finalement, elle a dit, « Tu n'as même pas dit au revoir. » J'ai ri, non pas par amusement, mais parce que cela semblait ridicule venant d'elle. Tu as dit plein d'au revoir, Héloïse. Je n'étais juste pas censé les entendre. Elle a tressailli. Ce n'est pas juste. Non. J'ai penché la tête. Alors dis-moi ce qu'il est. Parce que j'ai serré dans mes bras une femme qui détestait secrètement chaque contact. Aimer une femme qui souriait dans le lit d'un autre homme et rentrait à la maison pour faire semblant. Planifier notre anniversaire pendant que tu étais occupé à décider quel mensonge tu allais raconter ensuite. Sa mâchoire s'est tendue. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je suis resté silencieux. Je me sentais juste piégé, a-t-elle murmuré. Je ne savais plus comment te parler. Tu n'as pas essayé, ai-je dit, toujours calme. Tu as trouvé quelqu'un d'autre à la place. Elle s'est approchée, baissant la voix comme si cela avait de l'importance. Jason n'était pas censé signifier quoi que ce soit. C'était juste de l'attention. D'accord. Je ne savais pas jusqu'où ça irait jusqu'à. Jusqu'à ce que je réalise que je ne voulais pas perdre ce que nous avions. Tu ne l'as pas perdu, ai-je dit. Tu l'as échangé. Grosse différence. Ses yeux se sont remplis de larmes. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer dans une sorte de performance, suppliant, pleurant, s'excusant. Mais non, elle s'est reprise, a redressé le dos. Son expression s'est transformée en quelque chose de plus vif. Alors c'est ça. Tu t'enfuis simplement. Tu ne me laisses même pas m'expliquer. Je t'ai donné des années pour t'expliquer, ai-je dit. Tu les as passées à construire une seconde vie pendant que je me tenais dans les ruines de la première. Elle a fouillé dans son sac, a sorti l'enveloppe que j'avais laissée. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Espionner, collecter des preuves, faire une grande sortie comme si tu étais la victime. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Elle a secoué l'enveloppe comme si cela signifiait quelque chose. Tu penses que laisser une boîte de reçus en silence te rend noble? Non, ai-je dit sèchement.
Ça me rend libre. Elle m'a regardé fixement, les lèvres entr'ouvertes comme si elle ne pouvait pas croire que je l'avais dit à voix haute. Comme si j'étais censé être encore cet homme doux et silencieux qui fondrait au moment où elle se présenterait en larmes. Mais je n'étais plus cet homme. J'avais enterré cette version de moi-même avec chaque étreinte qu'elle avait simulée. Chaque jeudi soir où elle avait disparu. Chaque matin où elle me regardait comme si j'étais le parasite entre ses vrais moments. Ne fais pas ça, a-t-elle dit. Ne jette pas tout ça. J'ai cligné des yeux, vraiment stupéfait. Moi? Ce n'est pas moi qui ai jeté quoi que ce soit. Elle a reculé. Pour la première fois, j'ai vu la peur en elle. Pas de moi, mais de l'avenir qu'elle venait de réaliser qu'elle ne pouvait pas réécrire. J'ai laissé le silence s'installer, long et délibéré. Puis je me suis retourné, je suis rentré à l'intérieur et j'ai fermé la porte derrière moi. Elle n'a pas frappé à nouveau. Mais ce n'était pas la fin, car les retombées n'étaient pas terminées. Et l'homme avec qui elle m'avait trahi. Il était sur le point de regretter de lui avoir un jour ouvert sa porte. Le jour après qu'elle se soit présentée sur le porche de ma sœur, je m'attendais à ce que tout redevienne silencieux, mais le silence n'est pas venu tout de suite. Il ne le fait jamais avec des gens comme Héloïse. J'ai eu 3 appels manqués avant midi. Un d'elle, 2 de numéros que je ne reconnaissais pas. Puis sont venus les emails, de longs messages décousus sur le fait qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle n'était pas elle-même, qu'elle voulait juste se sentir vue. Pas une seule fois elle n'a dit « je t'ai fait du mal ». Pas une seule fois elle n'a demandé ce que je ressentais. Tout tournait autour de la spirale qu'elle avait créée et dans laquelle elle s'attendait à ce que je m'engouffre avec elle. Mais je n'ai pas répondu, non par dépit, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Et puis quelque chose d'étrange s'est produit. Jason m'a contacté, pas par l'intermédiaire d'Héloïse, même pas directement. Il m'a envoyé un message sur une vieille application sociale que je n'avais pas utilisée depuis des années. Il a dit qu'il avait trouvé mon nom grâce à des contacts communs à la salle de sport. Son message était court, sans ponctuation, sans émotion. Je ne savais pas qu'elle était mariée. Pas comme ça. Erreur de ma part. C'était tout. Je ne lui ai pas répondu non plus, car la vérité est qu'ils se méritaient tous les deux. Pas de la manière poétique et romantique qu'Héloïse imaginait probablement dans son petit monde fantastique, mais de la manière brutale et solitaire dont les menteurs finissent toujours par être entourés de miroirs. Laissez-les avoir des jeudis soirs gênants et des conversations forcées autour de plats à emporter. Laissez-les essayer de construire quelque chose à partir de la trahison. Ce n'était plus mon histoire. La mienne avançait déjà. Cela fait 6 mois maintenant. J'ai déménagé de chez ma sœur après 3 semaines et je me suis installé dans un petit loft au-dessus d'une librairie du côté est. Ce n'est rien d'extraordinaire, mais c'est à moi. Plus de faux-semblants. Plus de rétrécissement. Plus besoin de me plier en origami émotionnel juste pour que quelqu'un d'autre se sente entier. J'ai commencé une thérapie. Une vraie thérapie. Pas seulement m'asseoir dans une pièce sombre avec mes pensées. J'apprends à parler sans m'excuser d'exister. C'est bizarre. Difficile. Bien. La thérapeute dit que j'avais ce qu'elle appelle un deuil invisible. Faire le deuil de quelque chose qui n'est techniquement jamais mort parce que je ne l'ai jamais vraiment eu en premier lieu. Je pense qu'elle a raison. Il y a quelques semaines, j'ai rencontré quelqu'un. Ce n'était pas intentionnel. Elle s'appelle Tessa. Elle est propriétaire de la petite boulangerie en bas. La première fois que je suis entré, elle m'a demandé si j'allais bien parce que j'avais l'air de ne pas avoir dormi depuis des semaines. Je lui ai dit la vérité. J'ai connu des jours meilleurs. Elle m'a tendu un café et une tarte à la pêche chaude, offerts par la maison. Vous avez l'air de quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que toutes les douceurs ne finissent pas par aigrir. J'ai failli rire, failli pleurer. Nous prenons le café ensemble depuis. Je ne me précipite pas. Je ne veux pas réécrire le passé avec quelqu'un de nouveau. Je veux juste vivre honnêtement, tranquillement, pleinement. Et si jamais j'aime à nouveau, ce que je pense pouvoir faire, je saurai la différence entre quelqu'un qui accepte mes étreintes et quelqu'un qui en a besoin. Héloïse m'a envoyé un dernier message le mois dernier. Je t'ai vu passer devant la boulangerie. Tu avais l'air heureux. Je ne pense pas t'avoir jamais vu avec ce regard. Je suppose que j'étais la raison pour laquelle tu ne le portais jamais. Elle avait raison. Et c'est le seul message d'elle que j'ai jamais sauvegardé.
Non pas parce qu'il faisait mal, mais parce qu'il prouvait que j'avais fait le bon choix. Je ne me suis pas éloigné de l'amour. Je suis revenu à moi-même.